Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Louise Aubéry, superstar des réseaux sociaux. Au moins. J'essaie de la faire rougir, même si ça ne doit pas être facile. Superstar des réseaux sociaux, beaucoup connue sous son pseudo My Better Self. Elle va nous expliquer pourquoi ce pseudo, comment ça lui est venu. Et voilà, vraiment ravi de t'accueillir. Salut Louise. Merci, c'est très gentil pour l'invitation. Je suis très contente d'être là avec vous. Merci d'avoir répondu présente. On a un peu galéré avec nos agendas respectifs pour organiser cette session, mais on y est enfin arrivé. Donc, voilà, mais c'est toujours un peu c'est très dur. En fait, je pense à chaque fois, je suis gênée. Tu vois, quand on me propose des trucs. Oui, encore, tu sais, quand je suis arrivée, il y a une de vos collaboratrices, en tout Lina, cas, Lina, les big up, comme ça, mais où en fait, elle me propose. En plus, à chaque fois, c'est des trucs intéressants, mais en fait, c'est vrai qu'à un moment, j'ai réalisé que je pouvais plus tout accepter. Parce que sinon, je peux plus avancer sur mes projets. Mais voilà, c'est toujours très dur pour moi de devoir dire non. Bon, maintenant, tu travailles aussi avec des personnes qui peuvent prendre ces sujets, les prioriser, oui, mâcher un peu tu le restes, travail. Premier filtre. Ouais, il y a un premier filtre maintenant. Mais tu vois, en face-to-face, tu l'as pas, ce filtre. Non, c'est sûr. Donc, quand tu rencontres même, tu vois, des gens dans la rue ou quoi, c'est dur à comprendre quand on ne vit pas la frénésie que c'est aujourd'hui d'être créateur ou créatrice de contenu. Alors, pour le coup, Lina, et je vais lui refaire de la pub, mais c'est vrai qu'elle est sur des sujets qui, j'ai l'impression, sont quand même vachement alignés avec les tiens. Lina, elle a créé avec son associé une structure qui s'appelle La Moisson, avec laquelle elle accompagne des femmes essentiellement à oser demander des augmentations, oser demander des promotions, plus de responsabilité dans les entreprises. Il y a encore des freins, on le sait, limitants, et elle aide des femmes à dépasser ces freins et à vraiment obtenir ce qu'elles valent, mérite, ce qu'elles méritent ouais. et ce qu'elles valent. C'est génial. Donc hyper cool. Donc voilà, big up à Lina. Louise, dans ce podcast, rien de très original, mais la première question, elle est toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors on va peut-être pas parler tout de suite de ton activité de créatrice et de toutes tes activités, mais peut-être d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi ? Écoute, donc je m'appelle Louise Aubéry, j'ai 24 ans, j'ai grandi à Paris, je suis parisienne born and raised, j'ai 2 sœurs, dont une sœur jumelle, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu entreprendre, pas forcément, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste. Ok. Ouais, je ne sais même pas trop comment m'est venue cette amour de journalisme, mais... Je pense que c'est mon amour de l'écriture, de la lecture. Je lisais beaucoup de livres aussi bien que de magazines. J'aimais beaucoup la radio. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à 8-9 ans. Et vers 10-12 ans, j'ai découvert l'école de Sciences Po. Et genre à 12 ans, j'ai dit, OK, je veux faire Sciences Po. Donc à 10-12 ans, tu as découvert Sciences Po. Ouais. C'est là où c'est très intéressant d'en parler aussi. Il y a un vrai privilège d'un milieu social, tu vois. C'est que dans mon univers, alors pour le coup... Alors si, en fait, je crois que mon père n'a pas fait Sciences Po pendant ses études, ses études tout court. En fait, il a fait un master plus tard, genre à 45 ans, de Sciences Po, et je crois que c'est à peu près l'âge, moi, où j'ai découvert l'école, et il m'a dit, écoute, c'est une super école pour être journaliste, tu devrais la faire plus tard, mais tu vois, t'en parles au début, t'es pas sûr du tout de toi, mais de fil en aiguille, vas-y, parce que n'hésite pas à me couper. je te coupe. Non, mais juste, c'est intéressant. Donc, ton père, il a fait quelle formation de Sciences Po à 45 ans ? Eh bien, écoute, il y a des masters professionnalisants. C'est vrai ? Ouais, pour tout âge. Oui. Donc, en fait, que tu aies 30, 40, 50, 60 ans, si tu continues à te former... c'est tu pour peux ça que faire une année de... Alors, tu te demandes précisément lequel il a fait, c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, j'ai un ancien collègue, Olivier Martinez, que je salue, qui est aussi un ami, qui a près de 50 ans, a refait aussi un cursus en management des médias à Sciences Po. Alors moi, je sais que c'était pas management des médias, parce qu'il bosse dans la finance. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, je me disais que c'était peut-être son cursus, son appétence pour les médias qui t'avait inspiré, mais pas du tout. Pas du tout, personne. Mes parents viennent du milieu plutôt de la banque, donc rien à voir. Je savais que je voulais pas bosser dans les chiffres, mais pour le coup, c'est vrai que je suis contente qu'aujourd'hui il y ait les réseaux sociaux. Et moi, je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec mes vidéos YouTube sur Sciences Po. Et en fait, si des personnes n'ont pas la chance de pouvoir découvrir cette école, soit par des profs, parce qu'en vrai, tu vois, je pense qu'on va finir par le découvrir au lycée, vu que dans tous les cas,
quand tu prépares ton Parcoursup, ou moi à l'époque APB, tu découvres les possibilités, mais en tout cas de le découvrir peut-être à un plus jeune âge. Aujourd'hui, les réseaux sociaux le permettent vraiment parce que on peut suivre des créateurs ou des créatrices qui en parlent, que ce soit cette école, que ce soit une autre, que ce soit des parcours littéraires ou artistiques, et même, je trouve que ça revalorise les parcours plus manuels ou créatifs. Complètement. Parce qu'à l'époque, j'ai 24 ans, donc on se calme. je maintiens, je tiens à, pas ma jeunesse, mais en tout cas à mon insouciance et le côté être encore très près des gens qui nous écoutent, j'espère. Mais en tout cas, quand j'avais 14-15 ans, il y avait vraiment un élitisme, je trouve, plus présent que les réseaux sociaux ont permis quand même de mesurer. Je dis pas que c'est plus le cas, mais où en tout cas aujourd'hui, les créatifs, je trouve, ont vraiment leur place et ont réussi à se faire leur place grâce aux réseaux sociaux. Et c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, complètement. Il y a un rapport complètement direct à l'audience. Quand on est créatif, qu'on a quelque chose à exprimer, on n'a plus besoin de passer par un média traditionnel. Et on n'a plus besoin de passer par une validation sociétale d'une école qu'on a faite, d'un diplôme qu'on a eu. Parce qu'en fait, fuck off, je fais mon truc, j'ai pas besoin de ta validation. Il y a une phrase que Thibault Louis, je sais pas si tu connais, dit souvent, notamment sur LinkedIn dans ses interventions, et je suis complètement d'accord avec lui. Dans la creator economy, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Ouais, c'est très vrai. Tu n'as pas besoin d'obtenir la validation d'un tiers pour t'exprimer. Voilà, tu as ton audience, tu as un micro, tu y vas. Voilà. Je suis très faire d'abord, réfléchir après. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, ça c'est à mes risques et périls. Mais non, c'est test and learn. Ouais. Alors attends, 10-12 ans, tu pensais déjà à Sciences Po. Ouais. Et c'est devenu quoi, une obsession pour toi? Tu t'es dit, il faut que j'aille à Sciences Po, c'est ça, pour devenir journaliste? Ouais, c'est devenu un objectif. Et je crois beaucoup au fait qu'on ait besoin d'objectifs pour être épanoui dans sa vie. Et du coup, c'est vraiment devenu un peu comme un rêve, alors qu'il s'est concrétisé plus vers le lycée. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce sentiment de travailler vers quelque chose. Je m'en suis rendu compte après, ou après j'ai eu un autre rêve qui était plus... c'est marrant, lié au sport, etc. Puis après, plus aux réseaux sociaux. Mais du coup, vraiment, d'avoir cette perspective, ça donne de l'espoir, ça donne de la motivation, ça donne de la rage. Mais néanmoins, c'est assez rare, je crois, à 10-12 ans, de déjà savoir ce qu'on a envie de faire post-bac. Oui, carrément. J'ai un enfant, moi, de 11 ans. Et ne panique pas, il est normal. Non, je peux te dire qu'il ne sait pas du tout ce qu'il a envie de faire. Enfin, à part Kylian Mbappé et youtubeur. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est des rêves... tu es en train de critiquer les youtubeurs alors que tu es hôte d'un podcast sur les créateurs. Non, pas du tout. Juste pour la petite histoire, et d'ailleurs c'est un peu l'objet aussi de mon podcast, j'arrête pas de lui dire ok, tu vas être youtubeur, mais tu sais, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience, beaucoup de débrouillardise. Donc c'est pas... contrairement à ce qu'on a dit peut-être il y a 10 secondes, c'est pas juste te poser devant une caméra et raconter des trucs. Il faut que tu aies quelque chose d'intéressant à raconter, il faut que ce soit structuré, il faut que tu aies une voix singulière sur YouTube. Donc c'est pas juste faire des vidéos, quoi. C'est pas juste faire des vidéos, c'est une vraie occupation. Et ça, il le comprend de plus en plus. Bref, je referme la parenthèse, mais à 10-12 ans, tu savais déjà que tu voulais faire Sciences Po. Qu'est-ce que ça dit de toi, ça? Alors écoute, je vais sortir, entre guillemets, de mon propre prisme et je vais te dire ce que les gens me disent, à savoir que je suis assez mature, tu vois, en toute objectivité. Moi, je trouve même pas que ce soit particulièrement une qualité ou un défaut. Mais en tout cas, je sais pas, j'avais déjà cette appétence pour le faire. Tu vois, du coup, comme je voulais être journaliste, je me souviens, j'étais avec mon dictaphone, j'interviewais des gens, ou alors j'écrivais dans le journal de l'école, même au collège. Ok. Donc, en fait, je pense que ça dépend aussi de... Peut-être des personnes vont plus s'épanouir, tu vois, dans des passions, que ce soit le foot, t'en parlais. Moi, je faisais de la gym à côté, mais c'est vrai que, je sais pas, j'avais déjà cette envie de faire. Je pense que, du coup, après, c'est aussi vachement de choses qui sont plus liées à l'enfance, l'éducation, mais je sentais que je m'épanouissais ou que j'allais m'épanouir en m'émancipant de ma famille et en pouvant moi-même faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Je sens qu'il y avait un truc un peu comme ça. Ça dit aussi une certaine assurance que tu as, une certaine confiance en toi aussi. Enfin, j'imagine. Ouais. Parce qu'on peut avoir un rêve et se dire ouais, bon, c'est un rêve, ok, mais c'est pas, enfin, j'y arriverai jamais. Ou je vais pas oser, je suis pas légitime. C'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet et je pense que tout le monde a j'allais dire des tares. C'est un grand mot. Mais tout le monde a des dysfonctionnements. Et pour le coup, moi, j'avais pas celui-là.
C'est-à-dire que je me suis jamais dit, je pense, si, je me suis dit avant de créer ma marque, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que, en fait, voilà, moi j'avais un tel désir d'indépendance et de liberté que c'était plus fort que la peur de. Tu vois, je pense que c'est une personnalité, et donc c'est pour ça que j'essaye de déculpabiliser aussi les gens qui se battent un peu voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, je me suis rendu compte après, beaucoup de gens souffrent de je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis pas assez bonne à ceci, cela. Moi, j'avais d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est vrai que je sais pas, je pense que du fait de mon éducation, du fait de ce désir d'indépendance, en fait, j'avais juste envie de montrer. Je pense que j'avais besoin de faire mes preuves, en fait. Et donc, quand tu as besoin de faire tes preuves, au début, enfin, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire que c'est le cas parce que c'est pas conscient. Mais inconsciemment, en fait, quand tu as ce besoin à ce point-là de faire, d'exister, de créer et d'être indépendant, si c'est pas lié à tes parents, je sais pas à qui c'est lié, quoi. Tu vois, a priori. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment ce truc on me laissait pas vraiment faire ce que je voulais. Donc là, je vais le faire, quoi. C'est ce que j'allais te demander, justement. Tu t'es senti un peu peut-être limité, c'est peut-être pas le bon terme, mais... en fait, clairement, j'avais pas le droit de faire ce que je voulais, donc tu vois. C'est ça, mais voilà, alors, à partir de là. Et de faire ce que tu voulais, parce tous les ados peuvent dire ça. Mais est-ce que, par exemple, dans ton projet de devenir journaliste, c'est quelque chose qui questionnait tes parents ou où ils se disaient ouais, t'es sûr, c'est peut-être pas un métier fait pour toi Non, pour le coup, dans le journalisme, comme c'était lié aussi au fait de vouloir faire Sciences Po, au final, ils étaient plutôt contents, quoi. Hein, donc, pas tant dans la vie pro, c'était vraiment dans le perso où j'étais très bridée. Dans tes sorties Voilà, dans mes sorties, dans même mon quotidien. Tu vois, j'en ai parlé dans le podcast avec Pauline Lignot, donc j'essaie de pas me répéter dans les podcasts, mais en gros, j'avais des parents très stricts et j'étais tout le temps en confrontation avec eux parce que j'ai une nature, au contraire, très libre et j'ai ressenti beaucoup de frustration, qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise que j'avais pas le droit de faire, tu vois, même on répondait pas à mes questions alors que j'avais plein de questions, voilà, je pense que j'ai vraiment eu besoin de me dire en fait, dès que j'ai l'occasion, je vais faire selon mes règles. Et c'est vrai qu'en fait, encore une fois, ça dépend de la nature de la personne. Ça aurait pu au contraire me mettre un peu sous terre et me dire que, en fait, je sais pas, j'étais bonne à rien, que je pouvais rien faire parce que c'était pas particulièrement valorisant. Mais ça m'a donné au contraire l'envie de leur montrer que, si, en fait, j'étais capable et que, je pense qu'aussi, tu vois, le fait de réussir justement Sciences Po, alors que franchement, j'étais pas du tout sûre parce que c'est quand même. Alors, franchement, je n'arrive pas à savoir. Ouais, c'était juste après le bac. Donc, j'ai passé le concours qu'il n'y a plus, je crois, en terminale. Et donc ça, déjà, c'est des étapes dans ta vie qui te donnent confiance. Tu vois, je pense que si j'avais raté Sciences Po, déjà, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Mais ça m'aurait vraiment mis un tollé dans ma confiance en moi. Et tu l'as envisagé, ça ? De pas réussir Sciences Po ? En fait, je me disais vraiment, donne ton maximum, mais ne t'y vois pas non plus. En fait... T'avais un plan B ? J'avais, tu vois, prépa dans différentes écoles à Paris, mais c'était pas du tout quelque chose que je souhaitais. C'est-à-dire que, en vrai, j'avais aucun plan B satisfaisant. Pour moi, c'était vraiment Sciences Po ou rien, quoi. Et vraiment, en plus, je me souviens à l'époque, donc je venais d'un petit lycée à Paris, donc on était 2 à être admissibles, sauf que elle avait, en fait, tu sais, on envoie un dossier, et après, en fait, t'as des gens qui ont A+ au dossier, et du coup, ils sont exemptés d'écrit. En fait, ils passent pas le concours. Et ils sont admis d'office. Non, t'as l'oral avant. Okay. Donc ils sont admissibles d'office. Okay. Et en fait, elle avait été admissible et pas moi. Et donc en fait, là, déjà, je m'étais dit, en fait, c'est mort. Tu vois, je m'étais dit, si elle est admissible et pas moi, déjà, il faut que je réussisse le concours. Et en plus, on va arriver à l'oral. S'ils ont préféré son dossier, c'est que c'est mort, quoi. Et en fait, écoute, j'ai passé l'écrit, j'ai été admissible et j'ai été prise à l'oral et pas elle. Donc en fait, comme quoi, ça ne veut rien dire. Bien sûr. Mais je crois que j'ai bien fait de pas... Enfin, tu vois, aujourd'hui, avec les outils que je connais, je m'y serais peut-être visualisée, je m'y serais peut-être vue, machin. J'ai rien fait de tout ça. Je me suis vraiment dit, écoute, donne ton maximum, tu pourras pas t'en vouloir. Voilà, l'oral, pareil, j'ai donné le maximum. J'étais très stressée, mais genre, je pense qu'il y a des situations dans la vie où t'as tellement faim, t'as tellement envie d'eux, que t'arrives à mettre de côté les parasites. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, moi, le jour de mon oral. Et voilà, et après, j'ai été acceptée. Donc, j'étais vraiment... Tu vois, à l'époque, vraiment, je pensais que... C'est marrant, parce qu'après, tu te rends compte qu'il y a plein de difficultés dans la vie. Mais dans ma tête, ma vie était assurée.
Genre, pour moi, c'était genre... T'as coché la case. Bah, c'est un peu comme quand t'as un gros objectif, quoi. La question que j'allais te poser, justement, après on va avancer et arrêter de parler forcément de Sciences Po, mais dans ta volonté farouche, très forte, très ancrée de faire Sciences Po, tu considérais quoi, Sciences Po comme un... Parce que c'était... la qualité de l'enseignement, des choses que tu allais y apprendre, des gens que tu allais rencontrer, ou plutôt tu t'es dit tiens, c'est un tremplin incroyable, si je fais Sciences Po, ça va m'ouvrir tout le champ des possibles. Non, franchement, c'était plus pour la qualité de l'école. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que j'ai essayé de travailler dessus, mais j'ai toujours un peu eu cette conception manichéenne des choses, héritée de mes parents, mais où, tu vois, il y a le bon et le mauvais choix. Il y a la bonne école et pas la bonne école. Il y a le bon parcours et pas le bon parcours. Et en fait, j'essayais vraiment de travailler là-dessus, parce que c'est horrible à vivre, en fait. Et là, je travaille avec des gens, que ce soit, tu vois, des coachs ou des thérapeutes, qui te disent, mais en fait... il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque situation, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était pas possible. Il n'y a pas de mauvaise situation. Franchement, quand tu as des situations difficiles, c'est très dur à dire, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de mesurer mes propos. Parfois, pour moi, il y a plus de négatif que de positif, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, je crois en l'idée maintenant, vraiment, qu'il n'y a pas un bon ou mauvais chemin. Alors qu'à l'époque, franchement, pour moi, c'était soit j'avais Sciences Po et ma vie était réussie, soit j'avais pas Sciences Po et ma vie était nulle. Et vraiment, tu vois, c'était malheureusement ma conception des choses. Et du coup... tu fais Sciences Po. Voilà, donc je fais Sciences Po, voilà. En plus, du coup, j'ai beaucoup aimé mon enseignement, mais j'allais dire, déjà, au bout d'un an, je commence déjà, en fait, là, à me rendre compte que du coup, j'ai plus de projet dans ma vie. Voilà, plus c'est de quand même dur à réaliser. De target, et donc, en fait, un peu par la force des choses, en tout cas par coïncidence, ma grande sœur s'était mis en tête de faire un programme sportif. Pour perdre du poids, disons-le. Et de suivre un programme sportif. Un programme sportif. On parle de quelque chose de très anodin. Non, pas du tout. Là, on parle de meufs adolescentes qui ont pris du poids et qui veulent perdre du poids. Et elle me montre des résultats avant-après sur Insta d'une créatrice de contenu, coach de sport qui s'appelle Kayla Itsines, qui était australienne, enfin qui est toujours australienne. Et en fait, je lui dis, ok, tu sais quoi, elle avait besoin de quelqu'un pour se motiver, faisons-le. Et en fait, je suis rentrée à fond. Et je pense, avec le recul que j'ai aujourd'hui, parce que justement, j'avais pas de nouvelles passions, et que je suis rentrée à fond là-dedans, dans le fitness, dans la nutrition. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Enfin, ça m'a vraiment vachement fascinée et nourrie. Et donc, j'ai décidé, ça, je pense que j'avais 18 ans, c'était peut-être juste avant Sciences Po. Et à 19, du coup, fin de ma première année, je me dis, en fait, moi, j'ai envie de partager avec ces personnes qui partagent aussi. C'était pas pour avoir une communauté moi, c'était vraiment parce que j'avais envie de nouer des liens avec ces personnes que je suivais, notamment dans le monde anglo-saxon, que j'admirais, quoi, tu vois, les Kayla Itsines, il y en avait d'autres en Angleterre. Et donc j'aimais leur mindset. Tu partageais tes résultats, tes avancées. Et du coup, j'ai créé My Better Self à ce moment-là, où en fait l'idée c'était de moi aussi partager ma passion du sport, de la nutrition, où voilà, j'étais vraiment passionnée, quoi. Je pouvais en parler tout le temps, et donc j'avais ce besoin viscéral, quoi, de partager aux autres. Et du coup, au début, c'était très éducatif sur mes workouts, ce qui marche pas. Tu sais, c'est marrant parce que c'est vrai que quand t'es un peu naïf et insouciant, t'as l'impression que t'as la science infuse une fois que t'as lu un bouquin sur le sujet, tu vois. Donc, tu te sens complètement expert. Ouais, je me sentais complètement experte en la matière. Et en vrai, c'est vrai que j'avais appris j'ai dans les faits appris beaucoup de choses que encore aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas, tu vois. Alors, qui peuvent nous faire tomber dans un travers, femmes comme hommes, mais ça touche particulièrement les femmes qui sont les troubles alimentaires, en fait, à la fin, quand tu as conscience des calories, des macronutriments, des micronutriments, en fait, ça peut être un pouvoir comme ça peut être un poison, j'ai envie de dire. Parce un enfermement. Un enfer tout court. Et bref, mais du coup, je me rendais pas compte à l'époque, et du coup, j'étais juste à fond là-dedans, et en fait, tout a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'écrivais en anglais parce que j'avais envie de connecter avec des personnes anglo-saxonnes. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai lu dans une bio sur toi que tu publiais beaucoup de posts en anglais, car tu te reconnaissais davantage dans les discours des pays anglo-saxons. Ouais. À l'époque, pour tout ce qui touchait au sport et à la nutrition, je trouvais, ça a un peu changé, qu'on avait un discours très punitif en France, notamment envers les femmes, qui était très orienté vers la perte de poids, vers le fait d'être plus mince, très centré autour de l'apparence physique, alors que déjà à l'époque,
en fait, j'avais dépassé la phase poids, moi, et je le faisais vraiment parce que ça me faisait sentir plus forte, ça me donnait plus d'énergie, ça m'avait apporté bien plus qu'une apparence. Et dans les pays anglo-saxons, c'est ces avantages-là, entre guillemets, qui étaient plutôt mis en avant, plutôt que l'apparence ouais, parce que physique, par exemple, donc ça remonte à déjà 6-7 ans, en fait, les femmes faisaient déjà de la musculation. En France, franchement, pas du tout. Et la musculation, il y avait un hashtag qui était Strong Not Skinny, où il y avait ce côté où les femmes, en fait, elles voulaient devenir plus fortes, elles voulaient pas juste perdre du poids. Être mince, ouais. Et donc, en fait, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. C'était déjà un peu une vision empowerment, mais dans le sport, mais qui me parlait. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai partagé. Et je pense que c'est aussi pour ça, mine de rien, que j'ai aussi peut-être commencé à créer une audience en France. C'est que c'était assez novateur comme discours. C'est que, franchement, dans le sport, il y avait Cissy Mua à l'époque, mais qui faisait, tu vois, je pense qu'elle avait quand même ce côté bien-être, mais c'était pas du tout empowerment. Et à part elle, toutes les autres fit girls, c'était très, très régimeuses, tu vois. Et en fait, souvent, je pouvais aller sur Insta dans l'Explorer, voir une photo et te dire à la photo la nationalité de la personne. Ah ouais ? Mais ouais. Incroyable. Parce qu'en fait, les assiettes... En fonction de la musculature aussi, ou de quoi, des zones du corps travaillées? Non, mais alors c'était pas forcément. Alors c'était soit le type de photo. Okay. Donc en fait, c'est que en Angleterre ou en Australie, c'était des meufs qui flexaient leurs biceps, qui montraient leurs abdos et qui montraient des recettes hyper gourmandes, même si elles étaient healthy. Ouais. Et en France, c'était des avant-après de la perte du bide, avec des assiettes avec 3 croutons, une feuille de salade et 3 carottes. Nos clichés, quoi. C'était franchement ça. Ouais, ok. D'accord. Alors, My Better Self, comment tu le traduirais en français ? La meilleure version de moi-même. Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Je ne sais pas si tu connais Albert Moukébert, qui est Ça me dit quelque chose. C'est l'un des invités de Mathieu. C'est j'ai dû l'écouter. Incroyable. Ouais. Et lui, un peu son sujet, c'est... il est beaucoup de recherches sur la connaissance, le partage de la connaissance, les injonctions, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'il résonne à contre-courant de toute la pensée un peu de développement personnel, voilà, faut s'inspirer, toujours être en recherche de nouvelles connaissances, de machin, etc. Il est vraiment en mode un peu lazy, quoi. Mais juste, c'est quoi la meilleure version de soi-même, en fait il n'y a pas de meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est juste être soi-même. Il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas être meilleur que soi-même. On est soi-même. Et il dit, voilà, faut arrêter de vouloir toujours plus. Faut accepter qu'on n'est pas toujours heureux, qu'on n'est pas toujours joyeux, qu'on n'est pas toujours successful, qu'on a des moments de down. Finalement, c'est aussi ça la vie. Il faut accepter aussi qu'on n'est pas expert en tout. Il a un passage génial là-dessus. Il dit, voilà, dans les dîners, c'est toujours une personne qui réagit, qui a un avis sur tout, sur la politique, sur le sport, sur la finance, sur la crise, etc. Et il dit, et c'est vrai qu'il dit, mais juste tais-toi en fait, t'es expert en rien, t'as juste un avis, et ton avis, on s'en fout, il est alimenté par aucune expertise. Sois expert dans quelques domaines, et tu seras reconnu comme tel, mais pourquoi toujours cette quête, ouais, cette impulsion là qui fait qu'on doit tout savoir, surtout être expert. Donc qu'est-ce que ça te fait comment tu réagis à ça? Écoute, je suis totalement d'accord avec lui. Sauf que malheureusement, je ne sais pas, c'est pas ma personnalité. Et je pense vraiment que pour moi, beaucoup de choses sont une histoire de personnalité. Et donc on essaye un peu de changer les gens, alors que on peut y arriver to some extent, quoi. Il y a des personnes qui ont ce côté... tu vois, ils arrivent à se satisfaire de ce qu'ils ont. Et franchement, je pense qu'ils sont très heureux. C'est pareil, franchement, c'est une histoire de gènes, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de plein de choses. Et t'as des personnes qui cherchent toujours plus, quoi, qui sont nourries par la quête de... soit de faire, soit de sens, soit de progrès. Moi, je sais que la stagnation, c'est ma phobie. J'en sais rien je sais pas pourquoi, tu vois. C'est peut-être qu'un jour je ferai la paix avec ça. J'essaie de faire la paix avec l'ennui, etc. Mais j'y arrive pas. Donc en fait, je pense que c'est aussi savoir se déculpabiliser et de se dire.
C'est ça. En fait, si moi j'entre dans la catégorie de personnes qui ont besoin de croissance, qui ont besoin de faire, qui ont besoin de développer, c'est comme ça que je m'épanouis, fine. Et s'il y a des personnes qui au contraire en fait sont vraiment à l'aise dans ce côté, moi je sais que je pourrais pas être experte dans un domaine, c'est aussi ma phobie quoi, ne faire qu'une seule chose, de ne parler que d'une seule chose. J'ai vraiment besoin de toucher à différents univers, de toucher à différents projets, c'est pour ça que j'en ai beaucoup, et franchement à un moment je m'en voulais quoi, je me disais mais quand est-ce que tu vas t'arrêter ? À un moment, c'est bon, tu vois, j'avais Girls in Bees, je ne sais quoi, My Better Self, In Power, j'ai écrit un livre, tu vois. Mais en fait, je suis portée comme ça par des objectifs, des projets, de la nouveauté, et je pense qu'il faut en fait avant tout se connaître. Mais voilà, je pense qu'il y a du bon dans toute philosophie, pareil, un peu ce qu'on disait, il n'y a pas une bonne, une mauvaise façon de penser, en fait. C'est qu'il y a qui on est, et en fait, il faut juste faire ce qui nous fait du bien, quoi. Ok. Très clair. Et donc, tu crées My Better Self, qui parlait beaucoup de nutrition, de sport au démarrage. Tu as un peu changé de ligne éditoriale en cours de route. Tu nous en parles. En fait, Qu'est-ce qui t'a fait changer un peu d'ADN, de ligne ? En fait, je me suis toujours écoutée. Et c'est vrai que quand tu es créateur, créatrice, quand tu commences, tu penses pas du tout comme un média. Donc, tu penses pas à des lignes édito. Tu penses pas... Au pire, tu te dis juste « Ah, tiens, ça, c'est moins commun que d'habitude. Est-ce que ça va bien être reçu ?» tu vois. Et en fait, le fait est que du coup j'ai eu cette passion pour le sport et la nutrition, mais comme je suis quelqu'un d'assez curieux en fait, une fois que j'ai fait le tour d'un sujet, je peux passer à autre chose, tu vois. C'est pas quelque chose qui est resté, même si je m'entraîne toujours, que j'aime bien toujours me faire des recettes, etc. Avant c'était peut-être 80% de ce qui m'excitait, maintenant c'est 10. Et donc en fait assez rapidement j'ai eu besoin de parler d'autres choses. Ce qui m'a beaucoup intéressée à l'époque, c'est aussi ce que j'ai traversé, donc plutôt le sujet de l'acceptation de soi, comment t'arrêtes de chercher à avoir confiance en toi à travers l'un physique, parce qu'au final, moi j'ai pesé 45 kilos, et alors, j'allais dire, j'étais la plus heureuse. J'étais franchement très heureuse, mais c'était pas sain. Donc en fait, 45 kilos quand t'es arrivé un peu au bout de ton programme sportif, de nutrition, exactement. etc. Exactement, après tous les Kelaïtines, et puis je sais pas ce qui m'a tellement... Si, en fait, c'est que j'ai commencé, dans les personnes que je suivais, elles étaient passées par là aussi, ce côté très injonction. Et en fait, elles en revenaient, et elles en parlaient, et je me reconnaissais dedans. Quand tu refuses de manger le crumble de ta grand-mère, parce qu'en fait, il y a du sucre dans le crumble. Quand, en fait, tu vas partir à minuit de ta soirée, parce que tu sais que demain, tu as ta séance, tu as envie d'être en forme. C'est que des trucs comme ça où au final le fait de lire et qu'elle partageait le fait que elles avaient trouvé un équilibre, et tu vois cette notion de balance dans le monde anglo-saxon qui au final je voyais que moi je l'avais pas et que ça commençait à me peser, notamment socialement parlant, tu vois, j'étais étudiante, j'avais pas envie de me prendre la tête par rapport à ça, mais c'est plus fort que toi, tu vois, à un moment il y a le psychologique qui joue, et en fait j'ai commencé à quand même suivre ce qu'elles disent. En fait moi, vu que je voulais être fit, j'ai commencé la muscu, je voyais qu'en fait c'était la muscu qui te permettait d'être fit, et donc voilà, le fait de me détacher quand même un peu, du coup quand tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges plus, donc tu apprends à dédiaboliser aussi les calories, tu apprends à dédiaboliser la nourriture, tu te rends compte qu'en fait pareil, un autre extrême dans lequel j'ai pu tomber, c'était plus genre en fait faut juste que je mange plus pour prendre du muscle, donc j'ai mangé un peu n'importe quoi et tout ce que je veux. Et voilà, après, du coup, ça m'a permis aussi d'accepter la prise de poids, d'accepter mon corps, de partager un message un peu nouveau, justement, sur les réseaux, qui était de dire, en fait, vous n'avez pas besoin forcément de perdre du poids pour être bien dans votre peau. Moi, ce qui m'aidait à m'accepter, au contraire, c'est de me sentir plus fort, de soulever plus lourd. Donc, j'ai partagé tout ça, et après ça a été plus, une fois que j'ai fait le tour de ça, et qu'en fait, c'est vrai que une fois que tu t'acceptes, je vais pas me répéter pendant 10 ans, quoi. En fait, moi, franchement, même si ça aide vachement de femmes, et ça me tient toujours à cœur, je partage toujours certains posts par rapport à ça, mais disons qu'après est plutôt venu le droit des femmes, le féminisme, moi vivre plus de sexisme, disons qu'aussi peut-être les personnes que j'ai suivies, toujours un peu ça, tu vois, c'est en fait, qu'est-ce qui attire ma curiosité, qu'est-ce qui m'intéresse, et un peu arrêter de me dire, en fait, non, je parlais de ça un jour, donc il faut que je parle de ça toujours. Et c'est un peu dur quand on est créateur. Parce que, en fait, et notamment, je trouve, avec l'émergence de TikTok. Oui, une fois que tu as trouvé un truc qui marche, c'est dur d'en sortir. C'est dur, alors qu'en fait... c'est dur mentalement, parce que tu dis, si je change de braquet, je vais perdre plein de gens. C'est la question que j'allais te poser, justement. C'est le cas sur TikTok. Oui. C'est moins le cas sur Instagram, et c'est encore moins le cas sur YouTube. Et moi, je crois que ce qui m'a aidé dans cette période de transition de sujet, encore une fois, je ne l'ai pas conscientisé, tu vois, j'ai juste commencé à partager un peu plus de posts lifestyle, un peu plus de posts féministes. Et en fait, voilà, au début, tu perds un peu des gens, mais t'en regagnes. Et puis, j'ai lancé ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et en fait, YouTube a ce pouvoir
où tu t'attaches à la personne C'est ça. et pas forcément à un sujet. Et donc moi je pense que YouTube, on a beau dire ce qu'on veut avec l'émergence de TikTok, etc. En fait YouTube ça reste. Je crois que ça a quand même baissé en termes de stats, en tout cas c'est ce que me disaient d'autres youtubeurs, tu vois. Ouais. Moi je suis pas très chiffre, donc en fait tant que ça intéresse des gens, tant que ça parle à des gens, je suis pas du tout là à regarder toutes les semaines. YouTube c'est venu après quand même, hein. Toi t'as démarré sur Insta. J'ai démarré sur Insta en 202016. YouTube. Alors, 2018. Je rappelle, t'aimes pas parler de chiffres, mais je vais te les donner. C'est quoi, 535 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Bah, spot on, hein. T'as Insta sous les yeux, c'est ça? Non, c'est dans mes notes. Okay. Je sais pas, alors peut-être que t'as perdu 20 000 depuis ce matin. Non, mais, non 535 sur Insta, j'ai eu presque 250 000 sur YouTube, voilà, et un peu plus de 60 000 sur TikTok. Mais en fait, si tu veux, vraiment, ce qui me drive à chaque fois, c'est l'envie de... Tu vois, le podcast, je l'ai créé même avant YouTube, mars 2018, parce que je revenais d'une période difficile d'années à l'étranger, où j'avais écouté à l'époque Nouvelle École dans ton anarchie, si je me souviens bien. C'est marrant, parce qu'en plus, j'ai regardé hier la série de rap qui est sortie sur Netflix qui porte le même nom. Je me suis dit, putain, il aurait dû continuer son podcast, ça aurait fait un coup de pub gratos. Mais où en fait, j'avais vraiment besoin d'être inspirée, j'avais vraiment besoin, tu vois, de même retrouver, franchement, une énergie que j'avais plus du tout. Donc le podcast In Power, dans lequel tu reçois cette fois des invités, parce que tout ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à présent sur Instagram, tu es plutôt toute seule. Hein, ouais, c'est totalement. Louise qui crée du contenu face cam. YouTube, tu le joues un peu différemment, tu as plein de rendez-vous différents. Ouais. Là d'ailleurs récemment tu as repris ce concept d'avoir une semaine de recettes, où t'expliques un peu ton quotidien, ce que tu fais à manger, etc. Bah tu vois, YouTube c'est un bon exemple de je m'écoute quoi. C'est-à-dire que en fait le format des recettes machin, c'est un truc qui marchait super bien sur ma chaîne, notamment pendant le confinement, etc. Et en fait j'ai déménagé, ma cuisine elle est toute petite, et donc en fait j'ai plus envie de cuisiner, donc en fait je l'ai pas fait pendant 1 an. Et fine, tu vois. Et là, il s'avère que j'étais retournée dans mon ancien appart parce que je faisais des travaux. Et tout de suite, tu vois, je retrouvais le truc de... en fait, j'ai envie de partager des recettes. Et même moi, ça me motive à faire des trucs différents que ce que je fais tous les jours. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Et tant mieux, tu vois. Mais même Entourage, tu vois, qui est un format que j'ai lancé plus récemment, au début, ça marchait moins bien. Je faisais ça à l'arrache, comme tous mes projets. De toute façon, au début, t'as pas de thunes. Donc, c'était chez WAM avec 2 caméras par-ci, 2 caméras par-là. Et en fait, le format s'installe et marche de mieux en mieux. Et c'est des sujets qui touchent tout le monde. Et en fait, j'avais vraiment envie Entourage, tu nous expliques un peu? Ouais, Entourage, c'est un concept de table ronde. Donc franchement, c'est comme un podcast où on va échanger à plusieurs invités. Généralement, on est 4 sur un sujet de société. Parce que, en fait, j'ai un peu fait le bilan. C'est un truc que j'essaie de faire assez régulièrement. De faire le point sur... Mais bon, en fait, on peut pas s'en rendre compte s'il n'y a pas un minimum de temps long. Donc je dirais que je le fais tous les 6 mois, voire tous les ans. Mais je l'ai vraiment fait, en tout cas... à la rentrée de septembre et en janvier, en fait, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime le plus faire, et faire plus de ça. Et le fait est que le podcast revenait en top list, tu vois, et donc je me suis dit, tu vois, YouTube, j'arrivais un peu à un stade où justement les recettes, ça me faisait plus chier, j'étais plus à Sciences Po, donc je pouvais plus faire mes vlogs que je kiffais faire, et en fait j'avais pas envie de faire une vidéo par semaine pour faire une vidéo par semaine, donc j'ai un peu mis on hold. Et puis quand j'ai eu un peu l'idée de faire Entourage et de me dire mais en fait ce serait super chouette de faire des podcasts mais à 4 où on échangerait sur un sujet de société, voilà, je suis quand même une créatrice engagée, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, donc que ce soit par rapport à la mode responsable, à l'écologie, au racisme, enfin tu vois, il y avait vraiment des sujets que j'avais envie d'aborder, parce que pour moi on a aussi une responsabilité en tant que créateur. Et du coup, je me suis dit, je vais lancer un format sur YouTube comme ça, d'échange, de débat d'idées. Et je suis contente de voir que ça plaît, forcément, tu vois. En tant que créateur, c'est un peu dur, je trouve, de trouver cet équilibre entre j'ai envie de faire ce que j'aime, mais après, on va pas se mentir, c'est sûr que si ça marche pas, tu perds un peu de plaisir, tu vois. Et j'aimerais m'orienter, j'aimerais arriver à un stade où je m'en fous totalement. Ouais. Mais je sais pas si c'est possible. Et donc, c'est vrai que t'as ton podcast, t'as Insta, t'as YouTube, TikTok aussi. Est-ce que tu mets tout ça dans un planning? Comment tu fais pour justement te mettre dans une sorte de régularité aussi? Parce que c'est un équilibre à trouver forcément entre le plaisir que tu prends à faire tout ça, mais il y a aussi une régularité à tenir si tu veux
fidéliser ton audience, ta communauté. Puis ta communauté est aussi, je pense, demandeuse de plus. Comment tu t'organises en termes de planification, de planning? Bah en fait, c'est vrai que au début, pour moi, c'était un peu évident. Enfin, tu vois, j'écoutais des podcasts. Je voyais qu'il y avait un invité par semaine. Donc, je me suis dit, je vais créer un podcast. Je vais faire un invité par semaine. Hebdo. Voilà, donc podcast hebdo. YouTube, au début, j'ai commencé en faisant... je me suis dit, en fait, je connais pas du tout YouTube. J'ai pas les codes. Je vais faire un vlog par jour. J'ai fait ça en septembre 2018. Ou 2019 ? Attends. 2018. Ouais, 2018. Et du coup, j'ai vraiment pris les codes et j'ai kiffé. Et après, je passais à une vidéo par semaine parce qu'évidemment, c'était pas tenable. Insta... Combien de temps t'as tenu une vidéo par jour ? C'était 30 jours, c'était prévu. Ah, ok. C'était le mois de septembre. J'ai osé. Après, une fois par semaine. Et après, une fois par semaine. Et c'est vrai que moi, je suis le type de personne qui a besoin de me mettre comme ça des régularités parce que du coup, ça me pousse à faire. Tu vois, par exemple, après ce mois-là de 30 vidéos par jour en septembre, je crois que j'ai mis 2-3 semaines à sortir la suivante. Mais parce qu'en fait, c'était plus ma prio, tu vois. Donc, quand tu te fixes un rythme, ça te pousse à te bouger, en fait, tout simplement, quoi. Donc après, maintenant, j'essaie juste d'être plus flexible par rapport à ça, vu que j'avais un peu ce côté... je manque pas de discipline, tu vois. Donc, en fait, si à la fin, tu vois, franchement, avant, je postais tous les jours sur Insta, pendant longtemps, je dirais pendant 2-3 ans. J'en allais parfois à me cacher dans les chiottes en soirée pour poster, tu vois. Parce que, encore une fois, j'ai ce côté-là, c'est ma personnalité, je suis 200%, tu vois. Et donc, j'essaie plutôt aujourd'hui de trouver un équilibre, et j'ai réussi à le trouver, tu vois, où je me dis, en fait, si un jour je poste pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, s'il y a une semaine je poste pas, voilà. Donc, un épisode de podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine. Entourage, tu le fais à quel rythme ? Entourage, c'est 2 fois par mois. 2 fois par mois. Ok. Donc en fait, généralement, j'alterne entre un épisode d'entourage et un épisode de vidéo et TikTok. face cam. Et TikTok, et puis après, ce qui me prend le plus de temps, en vrai, c'est... quasi presque 65 000 abonnés. Et TikTok, comment tu le travailles ? Écoute, j'ai beaucoup kiffé TikTok pendant le confinement. C'était une distraction, tu faisais les trends, c'était marrant. Aujourd'hui, je l'utilise plus comme un relais d'Instagram parce que, en fait, c'est beaucoup d'énergie. Et en fait, j'ai réalisé que c'est pas là, moi, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer de prendre 1 heure à faire une vidéo et être content. Enfin, j'avais vraiment ça pendant le confinement, tu vois. Alors, je bossais pourtant, mais il y avait vraiment cette satisfaction. T'avais quand même plus de temps, quoi. Tu faisais que ça, je faisais que créer du contenu. Et donc, je pouvais passer 1 heure à maîtriser la danse, à la filmer, à la poster sur TikTok pour qu'elle dure 30 secondes. Mais j'avais vraiment le plaisir, la satisfaction. Qu'aujourd'hui, j'ai plus parce qu'en fait, comme tout a repris et que je m'épanouis plus... Tu vois, j'allais te dire, en vrai, ce qui me prend le plus de temps, c'est ma marque, c'est je ne sais quoi, c'est même pas la création de contenu. On va en parler après, ouais. Mais après, donc, TikTok, coup... c'est plus tellement... alors, il y a toujours ce principe de chorégraphie, de duo, etc. Mais on en voit quand même de moins en moins. Je trouve, après, c'est peut-être l'algo qui m'en propose de moins en moins. Ouais, parce qu'en vrai, il y en a quand même beaucoup encore. Ouais. Et les meufs qui marchent le mieux, ça reste des meufs qui font que des danses, en fait. Ok. Enfin, tu vois, j'ai regardé la dernière fois... par curiosité, la série de Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio, donc qui sont les 2 plus grosses TikTokeuses et les 2 plus grosses créatrices de contenu au monde. Enfin, en tout cas, Charli D'Amelio, parce qu'elle a 100 millions d'abonnés. En fait, c'est non-heard of, tu vois, sur Instagram ou sur YouTube. Personne n'a 100 millions. Non. Et elle ne fait que des danses. Et un peu des mini-vlogs. Après, est-ce que ça rejoint pas ce qu'on s'est dit justement un peu plus tôt, ou peut-être qu'elle est enfermée aussi dans cette approche de danse de Corée. Mais bon, elle est danseuse de base, donc tu vois, elle kiffe, tu vois. Elle est danseuse, elle a 17 ans ou 18 ans, tu vois. Donc, mais en tout cas, sa passion, c'est la danse. Donc, fine, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de pas juste se dire, faut être partout. Et en fait, faut être là où t'es bon et où tu kiffes. Donc, tu vois, moi, c'est accessoire pour moi, TikTok. Ok, mais alors tu dis que tu relayes sur TikTok des choses que tu fais sur Instagram, mais quoi, en Reels, en Story ? Ouais, mes Reels, en fait, je les poste sur TikTok. Ok. Bah oui, mais bon, c'est une manière aussi de créer du contenu en fait, pour moi, c'est plus une sécurité où je me dis, on sait jamais ce qui peut se passer avec Instagram. Bah ouais, je suis d'accord. Donc en fait, ça me coûte rien de poster ça sur TikTok. Et puis en soi, je kiffe, moi, consommer TikTok. T'as quand même généré plus d'1 million de j'aime au global sur tous tes contenus sur TikTok. Ouais, j'ai beaucoup de contenus qui sont partis viraux. C'est pas rien. Ouais. Non, mais encore une fois, je suis pas chiffre. Donc franchement, je m'en fous un peu. Je me dis juste, si ça peut... Encore une fois, franchement, moi, mon but, c'est d'aider des gens. Mais c'est ça. Non, mais c'est aussi... Alors, je suis un peu surpris par ton approche de TikTok. Encore une fois, c'est pas une critique, mais je me dis que tu as des audiences peut-être complémentaires entre TikTok et Insta, où ton discours peut être aussi hyper utile auprès de des générations encore plus jeunes que
que sur Insta. Ouais. Et de fait, du coup, tu remplis aussi le rôle et la place que tu as prise aujourd'hui. Totalement, mais en fait, c'est juste une question de prio, quoi. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que je délaissais plus facilement TikTok. Mais en fait, faut pas chercher midi à 14h. Quand tu délaisses un truc, c'est que t'aimes moins le faire, tu vois. Donc en fait, plutôt que de me battre en mode tu devrais quand même plus poster sur TikTok, j'arrive aujourd'hui à me dire, en vrai, voilà, je trouve qu'avec Instagram, il y a plus d'interactions, t'as les stories, t'as les DM, c'est ma plateforme historique. Moi-même, je suis plus consommatrice d'Insta, donc en fait, je me donne plus pour cette plateforme. YouTube, c'est des formats longs, Instagram, InPower encore plus. Donc en fait, je suis pas une meuf du temps court. Je fais pas de divertissement, et quand même, TikTok, c'est beaucoup de divertissement. C'est vrai. Donc en fait, c'est plus ça, c'est plus à savoir ce qui nous fait vibrer et donc se consacrer aux plateformes qui le permettent. Tu vois, on parle pas de Pinterest, mais par exemple Pinterest, c'est une super plateforme pour genre les graphistes ou les créas et en fait, tu peux exploser sur Pinterest si tu partages comme ça de la curation ou les archives d'intérieur. Je sais pas si ça parle. Et on va bientôt parler d'ailleurs de Pinterest dans Follow Me, parce qu'il y a aussi des créateurs de contenu qui ont fait de Pinterest leur seul et unique support d'expression et avec des communautés impressionnantes. Comment t'es organisé sur la partie YouTube parce que je trouve que la qualité de la prod est quand même assez chambée. Enfin, vous êtes 4 personnes, il y a du multicam, il y a un studio, une belle réal. Comment pour Entourage. Pour Entourage. Disons-le, parce que le reste, c'est moi avec ma petite caméra de vlog. Je parle du format Entourage, Et pour Entourage, totalement, en fait, au début, je le faisais moi-même, et donc avec 3 caméras différentes, donc t'as pas la même qualité d'image. Alors, je crois que, non, les 2 premiers, je les ai faits dans un bureau de mon agent. Okay. Donc il m'a passé ses bureaux pour faire mes tournages, que je remercie. Mais après, en fait, il y a une autre agence avec qui je bosse parfois, qui s'appelle Studio Faille, et qui a des locaux, et qui, en fait... sous des contrats, tu vois, où en fait ils peuvent monétiser mes vidéos, moi j'ai accès à leur studio. Et donc en fait là en effet ça m'a enlevé une épingle du pied, où au début je voulais juste voir si je kiffais le format, pas tout de suite prendre des studios, une équipe, etc. À terme je pense que c'est ce que je ferais, mais pour l'instant c'est vrai que c'est très pratique d'arriver et d'avoir tu vois, le studio, des cadreurs, des bonnes cams, et donc ne pas compromettre la qualité c'est eux qui assurent le montage? C'est eux qui assurent le montage aussi, ouais. Donc D'accord. ces vidéos Entourage totalement produites, et les vidéos Louise by herself, totalement self-made, quoi. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué depuis que tu fais depuis que t'es dans la creator economy? Ouais, beaucoup. Par le podcast, j'ai eu peut-être. Écoute, je pense que même si j'ai une idée mais en fait, une petite idée sur l'une des réponses que tu vas me donner. Tu vas dire Léa Salamé? Non, pas du tout. Non. Ok, parce que comme elle est journaliste et que c'était un peu mon rêve. Non, pas forcément. Ok, alors je vais retenter. C'est marrant, on dirait que je dois faire un quiz, tu sais. Mais en fait, je dirais qu'il y a franchement un épisode sur 2 presque de podcast où je me dis, mais waouh. Je sais que David Laroche, même s'il est controversé, moi franchement, le podcast que j'ai fait avec lui, il m'a bluffé. Je trouve qu'il donne beaucoup d'outils qui peuvent aider beaucoup de gens. Donc vraiment, il m'a marqué. Raphaël Glucksmann, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, c'est des épisodes comme ça où t'as vraiment le somme d'appuyer sur off, quoi, à la fin de l'épisode. Donc Léa Salamé aussi, j'ai adoré plus récemment. Et après, j'ai eu de très belles rencontres quand même de créatrices que je vais souligner. Il y a Sally, que j'aime beaucoup, qui expose en plus en ce moment. Donc je suis très heureuse pour elle. Elle fait un super travail. Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, que j'aime beaucoup, et qui, pareil, s'écoute vraiment dans le contenu qu'elle propose, et qui sort dans un contenu beaucoup plus santé mentale et tout, que je trouve génial, qui manque encore pas mal en France. Et d'autres filles, en fait, pas mal de gens que j'ai reçus sur Entourage, c'est des amis, quoi, que j'apprécie beaucoup, et tu peux nouer vraiment de très belles relations grâce aux réseaux sociaux. Je pensais à Julie Bourges de 12 février. Ah oui, ouais, c'est vrai, mais alors elle, disons que, en fait, on vit pas du tout au même endroit, donc c'était beaucoup le cas en 2019-2020, et c'est vrai que depuis quelque temps, on se parle un peu toujours, mais comme elle vit à Osgore, on se voit très peu. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est un peu loin. C'est un peu loin, mais c'est cool parce que quand même, quand t'es dans la creator economy, même moi, ces gens-là me font réaliser qu'on peut habiter partout, quoi. Alors que pour moi, c'était Paris obligatoirement, parce que, tu vois, ce podcast, on l'aurait peut-être pas fait sinon. Ouais, non, mais en fait, t'as l'impression que tout se joue à Paris. Et en vrai, beaucoup de choses se jouent à Paris, mais je me rends de plus en plus compte, et j'en parlais dans un super podcast. Franchement, si vous devez écouter un épisode, écoutez celui que j'ai fait la semaine dernière avec Charlie Hava. Je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais c'est voilà, Charlie Hava sur InPower. Voilà, ils le trouveront facilement. Je le mettrai en lien. Je le mettrai en lien dans le descriptif. Et tu vois, eux ont déménagé à Toulon.
Ouais. Et en fait, jusqu'à présent, moi, je me disais, bah non, en fait, ta vie pro se passe à Paris, t'es obligé de rester à Paris. Et en fait, de plus en plus, j'ai écrit notamment mon livre en Provence. Et en fait, j'étais trop bien, quoi. En fait, il faut pas sous-estimer l'impact de ton environnement sur ta créativité, sur ton bien-être, sur plein de choses, quoi. Shubham Sharma, que j'ai eu dans mon podcast, là, il y a 2 ou 3 épisodes, avec sa compagne, c'est assez cool. Ce qu'ils font, c'est que chaque mois, ils changent d'endroit. Ils louent des Airbnb. Donc ils vont partout en France, ils bougent en Europe, au gré des saisons aussi. L'hiver, ils se rapprochent de la montagne, l'été plutôt de la mer. Et ils travaillent, ils créent du contenu comme ça aussi à distance. Et c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir cette absolue liberté d'aller là où le vent nous porte. Ouais. C'est quoi ton best achievement, le truc dont tu es le plus fier là, depuis que tu crées du contenu? Je pense que c'est ma marque. J'hésite entre mon livre et ma marque, mais super donc, transition. Tu vois, on se rend compte, mais on se rend compte que c'est des trucs tangibles, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est que on crée du contenu, mais au fond, ce qui t'apporte le plus de satisfaction ou de fierté, c'est ce qui peut être touché, quoi. Donc le livre, parce que c'est ce que j'ai le plus aimé faire. Donc je renoue là avec ma passion de l'écriture et de la lecture, voilà, ou comme quoi. Je t'avais suivi un peu, tu t'étais éclipsé quasiment un mois, un peu plus pour te focus à fond sur le livre. Ouais, et c'était vraiment, tu vois, je trouve que quand on est créateur, enfin en fait, je dis ça, c'est une vérité générale qui est fausse, qui ne s'applique qu'à mon cas, mais je vais quand même la dire. J'allais dire, quand on est créateur, on a du mal à être dans le flow. Parce qu'en fait, t'es tellement sollicité, t'as tellement de choses à poster, t'as tellement de... qu'en fait, t'as très peu de temps long, ou en tout cas, si tu ne l'accordes pas, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'atteindre vraiment cet état de flow que j'ai vraiment ressenti quand j'écrivais mon livre, où en fait, je voyais pas le temps passer, quoi. J'étais à fond dedans, tu vois, j'adorais faire des liens entre différentes théories et moi-même, nourrir ma réflexion. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon flow à moi. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et qu'est-ce qu'il advenait de tes réseaux sociaux pendant ce mois un peu de coupure? Et bah écoute, ça a été difficile parce que du coup, j'ai moins produit. Et du coup, ma communauté a aussi un peu... la croissance, je dirais, a baissé. Et en fait, c'est vrai que c'est assez... Enfin, ça m'a fait réaliser, que moi qui pensais que je m'en foutais des chiffres et tout, en fait, ça m'a fait réaliser que... c'est dur d'accepter de délaisser quelque chose pour te consacrer à quelque chose d'autre. Où moi, j'ai un peu un travers de vouloir tout maîtriser. Et donc, ça m'a un peu appris quand même à me dire, bon, tu sais quoi, c'est un mois moins bien. Fine, en fait, c'est fort the best parce que c'est pour un truc qui te tient vraiment à cœur et que tu as vraiment envie de voir aboutir. Mais voilà, faut accepter ça. Et c'est peut-être aussi une manière de réaliser que fallait peut-être pas tout miser là-dessus non plus, j'imagine, parce que tout ça peut s'arrêter aussi vite que ça a pris. Ouais. Sans vouloir être pessimiste, ce que je ne suis absolument pas, mais je dis souvent ici que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Carrément. C'est aussi pour ça qu'il faut diversifier, à mon sens, les réseaux sociaux sur lesquels on est, sur lesquels on produit du contenu, et puis ne pas se dire qu'on pourra être créateur de contenu, créatrice de contenu toute sa vie et ne faire que ça. Ça peut s'arrêter. Il y a des... on est dépendant de plateformes. Hein, donc et puis il y a des énormes youtubeurs qui sont aujourd'hui quand même en perte de vitesse. Je ne vais pas apporter de jugement sur le pourquoi du comment, mais il y a des tendances. Les gens peuvent aussi se sentir plus proches d'autres créateurs à un moment donné. Donc, c'est dur ce côté peur d'être remplacé. Tu vois, enfin, moi je sais que là je fais un gros break cet été. Ok. 2 mois. Tu vas rien publier du tout? Alors, je ne sais pas. Je préfère pas j'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était triste que j'arrivais à un stade où en fait, moi, je voulais même plus prendre de vacances. Mais encore une fois, parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai conscience du fait que c'est pas sain. Qu'il faut trouver un équilibre parce que en fait, moi, je me suis rendu compte que du coup, s'il y avait un truc qui allait pas dans ma vie par rapport à quelque chose qui me tenait justement trop à cœur, tout s'effondre. Enfin, psychologiquement, c'est très dur. Alors que je trouve, quand tu as du recul, quand tu arrives à te dire, en fait, mais ça, franchement, ça vaut pour tout. Ça vaut pour son couple, ça vaut pour son métier, ça vaut pour, je sais pas, un hobby. En fait, c'est que, en fait, il faut pas se donner à 200% dans un seul truc parce que le jour où ce truc-là, il est plus à 200, et toi-même,
tu vas être en down. T'es en gros down. Et c'est peut-être aussi une manière d'avoir des nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que quand tu dis on ne sera pas forcément créateur toute notre vie, en fait, dans l'état actuel de ce que ça demande d'être créateur, c'est clair qu'on ne pourra pas l'être toute notre vie. Soit à un moment, tu fais un burn-out, soit à un moment, tu réalises qu'en fait, tu n'es pas obligé d'être là tout le temps, etc. Mais je pense qu'il faut passer par des moments difficiles pour te rendre compte que, en fait, il faut que tu arrêtes de penser qu'à ton contenu tout le temps. Parce que c'est un gouffre sans fin, le contenu, tu vois. Et c'est un peu traître. Et pour beaucoup de créateurs de contenu, la communauté qu'ils ont créée, toute cette présence et cette médiatisation leur permet aussi de lancer d'autres choses. Toi, c'est donc une marque de sous-vêtements, c'est ça? Tu vas nous en parler. C'est ça. Et peut-être que tu n'aurais jamais lancé cette marque si tu n'avais pas été créatrice de contenu avant. C'est peut-être un aboutissement aussi, une nouvelle étape dans ton cheminement de créatrice de contenu. Et en plus, juste d'un point de vue, je pense, purement commercial, ça t'a aussi apporté de fait une cible ou une clientèle quasiment à portée de main. C'est sûr qu'on part avec une chance... On part avec, en tout cas, une clientèle plus importante que quand on se lance de zéro. Écoute, je ne sais quoi, ça m'est venu... l'idée Donc, m'est je ne venue... sais quoi, c'est le nom de la marque. Faut le dire, c'est vrai, faut le dire. Ça m'est venu, je crois, à la fin de mon Master 1, où, en fait, beaucoup de mes amis allaient faire une césure pour des boîtes. Donc, moi, je savais que je voulais bosser pour mes projets. Mais je me suis dit, en vrai, je ne me vois pas non plus faire que du contenu pendant 1 an. Et en fait, de plus en plus, par rapport à la lingerie, ça m'énervait, vu que je parlais beaucoup d'acceptation de soi, notamment à cette époque, ça m'énervait de voir les marques de lingerie poster que des femmes qui faisaient qui avaient une certaine morphologie. C'était très discriminant. Donc c'est d'abord ce côté-là qui m'a interpellée. Ensuite, il y avait ma réalisation personnelle que je trouvais pas de sous-vêtements beaux et confortables. C'était soit l'un, soit l'autre. Et que quand par hasard, tu trouvais un truc qui avait un bon entre-deux, c'était très rarement fait de manière responsable et donc encore moins inclusive. Et donc en fait, j'ai peut-être eu 2 mois syndrome de l'imposteur et après je me suis dit bon, même si je suis étudiante, que je ne viens pas du monde de la mode et que je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais lancer ma marque. Alors comment tu fais comme pour lancer ta marque? J'ai pas beaucoup de barrière mentale. From scratch, sans avoir de réseau, de fabricants. Du coup, je me dis d'abord, il faut trouver une styliste, vu que je suis pas du tout styliste, donc j'en rencontre plusieurs. J'en rencontre une avec qui ça fit bien, qui tu vois est freelance, donc comme ça. Et c'est pareil, j'imagine que c'est plus facile de trouver des stylistes cool, de talent. Non, LinkedIn. Okay. Ouais, franchement, ouais. J'ai cherché sur LinkedIn. Elle te connaissait pas forcément? Non, elle me connaissait pas du tout même, parce que elle était plus âgée, c'était peut-être moins son sujet. Donc voilà, et puis après, en fait, l'entrepreneuriat, t'as pas de mode d'emploi, donc tout le monde ne sait pas quoi faire. Donc en fait, tu fais à chaque fois la chose d'après qui te semble pouvoir t'aider à atteindre ton but. Donc trouver une styliste, ok. Trouver une usine qui veut bien t'accompagner, ok. Trouver une usine qui fait les modèles que tu imagines sans couture, beaucoup plus dur. Donc t'épluches les salons, tu te rends compte que Google ça sert à rien, tu essaies d'avoir des contacts par des contacts de contacts, franchement tu remues ciel et terre, hein. Franchement il n'y a pas d'autre. Mais j'ai vachement kiffé moi cette année de césure, notamment parce que, faut quand même le dire, la création d'une marque est beaucoup plus cool que après, une fois que c'est lancé. C'est-à-dire que, en fait, oui, comme tu tout veux dire projet, le processus de création. Ouais, bien sûr. Quand tout est juste au stade de l'idée, que tout est possible, que t'as pas tellement de galères encore. Et ça, c'est parce que c'est ton mindset. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai un peu le même. J'adore moi le processus de création. Ouais. Tiens, t'as une idée, tu la mènes à bien. Et voilà, tu lui donnes après, naissance, elle est là, plaisir. elle est lancée. Ouais. Après, c'est de la gestion en fait. Ouais, c'est de la gestion, exactement. Et je suis assez comme toi. Ouais. Et ça, faut se connaître, quoi. Sinon, tu t'en veux. Alors, j'aime toujours parce que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce qui m'a plus fait de mal, c'est après le lancement, le fait d'avoir des clients et du coup de décevoir. Alors, c'est vraiment une minorité, tu vois, et on a un taux de rétention et de réachat qui est énorme, donc. On a validé le fait qu'on a répondu à un besoin, tu vois, de faire des vêtements sans couture qui maintiennent, qui sont de manière responsable, qui sont beaux et confortables et tout ça. Mais quand notamment, on a fait de la précommande sur la première collection, et quand tu reçois, tu vois, des messages au bout de 3 semaines, ouais, mon enfant n'est toujours pas là, je suis tellement déçue de ce service, plus jamais je ne recommanderai chez vous. En fait, moi, j'étais ma marque, vu que j'avais donc très peu de recul. Et tu prenais tout pour toi, en fait. Mais j'étais au bout de ma life, hein. Ouais. Franchement, ça, plus après, il y a eu
un buzz qui est un peu le seul buzz, gros buzz que j'ai connu dans ma vie, qui était la précarité menstruelle, où j'ai quand même voulu juste aider des femmes dans la rue à avoir des protections et que certains l'ont mal interprété parce que m'ont accusé de pinkwashing alors que je n'étais absolument pas en collaboration avec Nana. Je préfère le redire pour ceux qui ont des doutes. Et ça, plus ça, tu vois, j'ai eu un moment où, pour le coup, c'est là où t'es content de mettre de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Où en fait, j'ai vraiment dit à ma team, bon, là, je vais faire un projet pour YouTube, je vais réaliser ma bucket list. Parce que j'avais ce besoin de retrouver l'inspiration et tout de suite, ça m'a remis en selle. D'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet. Moi, c'est ça qui me porte, quoi. Quand tu dis à ma team, donc sur je ne sais quoi, tu veux dire que t'as combien de collaborateurs là qui travaillent sur ta marque ? On est 7 au total sur je ne sais quoi. 7 salariés non, ou non ou... I wish, mais we don't have the money yet. Non, j'ai Oriane Big Up qui est mon bras droit, qui est en CDI, qui est génial. Après, on a styliste et modéliste en freelance parce que du coup, on n'a pas besoin de quelqu'un à plein temps pour l'instant. On va embaucher notre chef de produit. Et sinon, on a une stagiaire au service client et une freelance à la com, en community management. Comment on fait pour travailler à la fois sur sa marque et être toujours aussi présente sur les réseaux dans la création, dans ce que tu fais au quotidien ? Comment tu concilies les deux ? Tu peux pas, il faut accepter le fait que tu ne seras pas aussi présente ou présent. Donc déjà, il y a ça. Du coup, ça tourne quand même Les réseaux ? Non, tu n'es pas aussi présente sur les réseaux. Donc, là, aujourd'hui, tu mets plutôt le poids du corps sur ta marque, tu dirais ? Je dirais que c'est 50-50. Alors, comment tu gères Mais donc avant, 50-50 j'étais à 100% sur les réseaux. Donc en fait, c'est là où il faut faire un choix. C'est 50% de ton temps ouais, sur c'est l'un 50% ou sur l'autre. de mon temps. Donc, et en fait, tu apprends à, je pense, être plus efficace sur ta marque, savoir là où tu apportes vraiment de la valeur, là où tu en apportes moins et où tu peux être remplacé. Sur les réseaux, en fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, vu que j'étais étudiante pendant toutes mes années de création de contenu, en fait, j'avais toujours autre chose. La seule année où j'ai pu faire tout, c'était mon année de césure. Bon, qui était génial. Okay. Mais sinon, en fait, j'ai juste remplacé mes 25 heures d'études par semaine par je ne sais quoi. Heures par ma marque. Boîte. Okay. Donc, j'ai eu cette chance-là. T'as déjà pensé à abandonner ? À lâcher l'affaire ? Non. Sur l'un ou l'autre ? Non. Alors si, sur je ne sais quoi, putain, les galères qu'on se tape, augmentation des prix de matières premières, usine qui ne nous livre pas à temps... En fait, tu te dis pas, je me suis jamais dit sérieusement on arrête, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi je m'inflige ça. Et oui, non, mais je te pose la question parce que je sais que tu as encore 1000 idées en tête et il y en a au moins 10% que tu voudras mener à bien. À un moment, tes journées font 24 heures. Donc, il y a des... Tu n'auras pas forcément le temps de tout faire. Il y aura peut-être des choses que tu devras abandonner, déléguer, je ne sais pas. Je pense. En fait, encore une fois, je me prépare à ça. Je suis vraiment portée maintenant par le fait de vouloir faire ce que j'aime. Et c'est ce qui compte le plus. Donc... tu vois, je verrai à la rentrée, en effet, j'ai même d'autres projets, tu vois, qui sont plus éloignés des réseaux. Donc, je pense que c'est beaucoup de travail sur soi-même. Franchement, c'est beaucoup de travail sur soi-même et savoir au final ce qui compte le plus pour toi. Ça va pas être pareil d'une personne à une autre, quoi. Pour certains, tu vois, moi j'ai une créatrice de contenu que j'admire beaucoup, qui a une marque d'activewear en Angleterre, qui pour le coup a vachement mis en pause ses réseaux, qui a quand même arrêté sa chaîne YouTube, qui était beaucoup moins présente sur Instagram, qui était beaucoup plus à fond dans ses boîtes, parce qu'en plus elle en a 2. Et ça me faisait culpabiliser, tu vois, de regarder ses stories et de voir partager son emploi du temps chaque jour, avec ses weekly calls, avec the team, hiring, fundraising et tout. Donc elle partageait quand même du contenu, sauf que c'était les coulisses mais tu vois, sa boîte, avant elle partageait une vidéo sur YouTube par semaine, elle postait beaucoup plus sur Instagram, et en fait elle expliquait que pour elle sa priorité, ce qui l'épanouissait, c'était vraiment la gestion de sa boîte, et en fait moi non, c'est-à-dire que si je faisais que ça, je serais pas épanouie, notamment parce que du coup j'ai pas de recul, et quand du coup ça va moins bien, et ça arrive très souvent dans l'histoire d'une aventure entrepreneuriale, et je vais pas bien. Et en plus, toi, les deux sujets sont quand même assez imbriqués. C'est l'histoire de ta boîte, de ta marque de sous-vêtements, je ne sais quoi. Encore une fois, c'est le nom de la marque. Hein. Je ne dis pas je ne sais quoi de manière désobligeante. Le destin de cette marque est quand même intimement lié aussi aux valeurs que tu portes, que tu défends et à ton discours sur les réseaux et à ta personne. Ça sort pas de nulle part. Donc peut-être que si tu arrêtais la création de contenu... ta marque de sous-vêtements pourrait en pâtir aussi. Alors l'objectif justement c'est de m'en détacher en termes d'incarnation,
Et c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des clientes qui ne me connaissent pas. Après, bien sûr, ce serait mentir de dire que la majorité ne m'a pas connu, je ne sais quoi, grâce à ma création de contenu. Mais je crois vraiment au fait, tu vois, c'est pas une merch, c'est pas My Better Self écrit sur des pulls. Donc, c'est vraiment je ne sais quoi, des produits, des sous-vêtements faits pour vraiment aider les femmes à changer leur rapport aux sous-vêtements et à ne plus avoir de sous-vêtements qui leur font mal. Parce qu'en fait, on était bien trop à avoir des armatures et des brides plutôt que d'avoir des trucs dans lesquels on se sent vraiment bien et fait de manière responsable et inclusive. Donc, pour moi, je peux pousser la marque et l'aider en effet à aller peut-être plus vite qu'on ne serait allé sinon. Mais voilà, je pense que je suis juste un accélérateur, tu vois, un soutien. Et je veux pas être, au contraire, la pierre sur laquelle tout repose, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu étais quand même assez marqué par les retours de tes clientes qui parfois étaient mécontentes parce que ça se passait pas aussi vite qu'elles voudraient. Exactement. Tu produis du contenu sur Internet, donc évidemment que tu as dû aussi faire face, j'imagine, à des commentaires pas toujours très cool, très limites. Comment tu gères ça ? Écoute, déjà, je pense est-ce que c'est le cas ? Ouais, alors déjà, disons-le, c'est pas trop le cas. Okay. J'ai peu de haine. Je pense que parce que je suis majoritairement sur Insta, YouTube, notamment Instagram, qui est une plateforme bienveillante et où en fait on peut rarement tomber sur ton contenu par hasard. Donc quand les gens tombent sur ton contenu, quand ils te suivent et que du coup ça veut dire qu'ils t'apprécient, t'as pas de commentaires haineux. J'ai eu donc cette période-là de précarité menstruelle qui m'a fait beaucoup de mal, disons-le, mais où... Tu vas peut-être nous raconter après, juste en quelques je peux t'en parler rapidement. J'ai fait une collecte de protection menstruelle avec une mutuelle, donc à but non lucratif, qui s'appelle Nous Tous, en poste bénévole, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille à l'année, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'action solidaire qui en fait vraiment dans nos valeurs à chacun pour montrer aussi nos engagements. Et du coup on s'est dit on va organiser une collecte où en fait il y a beaucoup de femmes en situation de précarité menstruelle et de personnes nées femmes qui souffrent du coup de précarité menstruelle, donc t'as pas assez à la fin du mois pour t'acheter des protections. Et il y avait une mécanique, un partage du poste égale un don, parce que c'est ce qu'ils avaient suggéré, ça permet aussi de visibiliser la cause. Et donc, comme le poste a explosé, mais contre toute attente, vraiment, je posais avec une couronne de tampons, tu vois, je sais pas si c'est le visuel qui a fait que, mais en tout cas, ça a explosé. Au début, c'était super, tu vois, dans les premières 24 heures... tu vois ton post être partagé partout, tu gagnes aussi beaucoup de gens, mais tu te dis mais c'est incroyable, et puis tu te dis ok, donc en fait c'est un partage, un don, si c'est partagé 100 000 fois, je vais pouvoir reverser 100 000 protections, donc truc de ouf. Et en fait au bout de 2 jours... Tu as acheté toi-même les protections ? Non, voilà, c'est là où le bas blesse, c'est que les gens pensaient que les protections tombaient du ciel. Non, en fait on est allé taper à la porte de pas mal de fournisseurs, on va dire, de protection. Il s'avère que Nana a été le seul à nous dire ok, on peut vous donner les protections. Et donc en fait il y a une fille qui a fait un post 2 jours après, pourquoi vous ne devez pas relayer ce post, qui m'a taxé de tous les accusations possibles, transphobie parce que j'utilisais le mot femme et pas personne ayant leurs règles, parce que Nana est un grand méchant loup, parce que ça appartient à un grand groupe, parce que les protections seraient cancérigènes, alors que dans l'absolu en fait quand t'es dans la rue c'est comme dire à SDF non je te donne pas du McDo, en fait crève de faim. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai eu du coup beaucoup de haine à Noël, vraiment 25 décembre, donc difficile parce qu'en plus tu comprends pas. Donc tu te dis mais en fait à quoi bon, parce que même quand tu essaies de faire des trucs positifs en fait les gens crachent, tu vois. Et écoute, mine de rien t'en ressors un peu plus fort quand même. C'était une réaction de l'ordre de l'épiphénomène, ou tu sens qu'il y a aussi un effet boule de neige et d'autres se sont aussi mis dans la critique par rapport à cette action? Ça a été un épiphénomène dans le sens où c'était vraiment concentré autour d'une semaine, tu vois. Mais après, je pense que dans la tête des gens qui n'ont pas su le pourquoi du comment, ils ont peut-être juste retenu My Better Self égale avec une réaction à chaud, tu vois. Et du coup, voilà. Mais bon, en fait, ça t'apprend... Voilà, il y a toujours, encore une fois, du positif dans chaque situation. Et du coup, ça m'a appris qu'en fait, je pourrais jamais plaire à tout le monde, quelles que soient mes intentions. Donc en fait, autant faire la paix avec ça. Ça m'a appris à moins regarder les commentaires. Donc tu vois, par exemple, là, je sais que Brut a repartagé certaines des questions, tu vois, qu'on m'avait posées. On a fait un truc ensemble. Et là, en venant, j'ai regardé le commentaire. Je peux dire, j'ai tout de suite arrêté. Parce qu'en fait, ils me suivent pas. Donc là, je vais avoir la haine de personnes qui ne pensent pas comme moi
Et où en fait, sur quel sujet la vidéo de Brut? Et ben là, c'est manger égale grossir, comment se détacher de cette idée. Ok. Et donc en fait, t'as plein de gens qui vont m'accuser de plein de trucs, des gens qui critiquent ton physique, des gens qui critiquent ta mentalité, des gens qui critiquent plein de choses. Et en fait, j'ai quitté au bout de 2 secondes, j'ai ce réflexe maintenant que j'avais pas avant, où en fait, tu as un truc un peu masogyne. T'as un truc un peu masochiste. Masogyne, tiens, c'est à force de parler de misogynie, tu vois. Quand même. Non, mais donc en fait, tu vas te les lire parce que tu te dis, mais pourquoi il dit ça de moi? Et puis tu te remets vachement en question. En fait, maintenant, j'arrive vraiment à me dire, ce qui va me blesser encore, c'est les personnes qui me suivent et qui vont être déçues de ce que je fais. Mais voilà, j'arrive aussi maintenant, franchement, à me dire, en fait, ils se font une image de toi qui n'est pas forcément toi, vu qu'en fait, toi, ce que tu fais, ça reste en accord avec toi-même. Bien Donc sûr. en fait, comment des personnes qui vont t'en vouloir de ne pas avoir agi d'une certaine façon peuvent t'atteindre alors que tu as juste agi à ce moment-là en ton âme et conscience. Et c'est vraiment un truc que j'essaye de me dire, tu vois. Un dernier truc aussi, j'y pense maintenant parce que j'ai un commentaire de Brut relevé ça. J'ai fait une campagne avec... et tu vois, tu voulais qu'on parle. Hein, moi, je suis pas du tout fermée à l'idée de parler de collaboration et comment je gagne ma vie. J'ai fait une collaboration avec la marque Light and Free. Donc, ils le savent, je leur ai dit, le nom est pourri. Une marque de yaourt. Ok. Et en fait, moi, je les connais depuis le tout début parce que ça a été les premiers à croire en moi. En 2018, ils m'ont proposé de co-créer un yaourt avec eux. Ok. My Better Self. Donc, tu vois, moi, j'avais... Je sais pas, je devais avoir 80 000 abonnés. J'étais peu connue en France et je trouvais ça hyper chouette. C'est des produits que j'aimais sincèrement. Si vous avez goûté, ils sont super bons et tout. Et en fait, l'équipe, c'est que des femmes super sympas qui voulaient casser l'image des yaourts allégés, qui voulaient montrer qu'en fait, ça peut être juste un produit sain qui est naturellement faible en matière grasse et qui est super bon. Donc, so far, so good, tu vois. Et en fait, il est vrai que j'ai avancé entre-temps, vu que c'était 2018, dans mon parcours sur la déconstruction, sur la grossophobie. Et donc, je prends beaucoup la parole contre la diet culture. Et donc, quand j'ai fait cette collaboration, ça a été une pub télé, tu vois, Louise, My Better Self et Light and Free. En fait, t'as plein de gens qui sont arrêtés à Light and Free, qui se sont dit, mais attends, My Better Self fait la pub de produits allégés. Et je peux comprendre, tu vois, de l'extérieur, que en fait, t'as une dissonance et que je peux paraître peut-être hypocrite. Mais en fait, je suis vraiment passée au-dessus parce que je me suis dit, attends, moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Je connais l'équipe, je connais leurs valeurs, je connais leurs engagements. En fait, c'est beaucoup mieux que d'autres marques de yaourt allégé qui jouent au contraire sur la pub, sur la minceur, sur la perte de poids, alors que nous, c'était un truc hyper sur l'empouvoirment et le... En fait, c'était vraiment plus sur le côté free. C'est pour ça, le light, franchement, elles n'ont pas choisi le nom, tu vois. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais tout ça pour dire que j'arrive aujourd'hui à me dire... Alors, ça me prend toujours peut-être quelques jours, mais j'arrive plus rapidement à sortir du bas avec lequel je me battais avant, où je me disais que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou au contraire, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. En fait, je me dis, écoute, tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire, parce que tu avais des raisons pour le faire, et donc en fait, ne t'en veux pas, quoi. Cet épisode avec les protections menstruelles, je sais pas si j'utilise le bon terme, désolé, excusez-moi pour ça, mais est-ce que ça t'a refroidi au moment de développer d'autres initiatives? Ouais. Et à date, tu vois, j'ai pas refait de mouvement de grande ampleur comme ça, et c'est dommage. T'es passé outre, mais quand même, ça te en fait, c'est un trauma. Hein. Ouais. Tu vois, faut le dire, quoi. T'es traumatisé, quoi. Tu te fais incendier par des gens que tu connais pas, des gens dont garder l'image de toi qui n'est pas la tienne. Et après, je pense qu'il y a plein de raisons. Enfin, en fait, j'ai vachement travaillé avec la ministre de l'époque, Elisabeth Moreno, notamment pour rendre les protections menstruelles gratuites dans les lycées, qui est une mesure qui a été passée avec le ministre de la Santé en septembre. Et donc, en fait, une fois que tu veux, moi, j'ai fait, entre guillemets, mon bout de chemin, c'est vrai que je me suis pas dit, bon, allez, maintenant, à quoi on va pouvoir s'attaquer? Parce que, en fait, être militant, c'est souffrir. Et en fait, c'est, je pense, inconsciemment, parce que là, je te le dis, j'avais même pas réfléchi, mais en y réfléchissant, je m'en rends compte. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a voulu me protéger et qui m'a un peu dit, genre, bon, Louise, maintenant, c'est mignon, mais concentre-toi peut-être aussi sur la valeur que tu peux ajouter, mais peut-être de manière plus... comment dire? Disons qu'il y a un peu... Enfin, je suis engagée, mais je me définirais pas comme militante. Parce que les militants, et je les admire de ouf, enfin, tu vois, big up à Camille Etienne, qui est une amie que j'adore, que je respecte, mais énormément. Et en fait, c'est des personnes qui, je pense, sont assez bien avec elles-mêmes pour se dire, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Pour moi, tout ce qui compte, c'est la cause. Et où, en fait, pour moi, la cause compte beaucoup, mais faut pas s'oublier dans l'équation. Et je pense qu'il faut... Enfin, en fait, je servirais personne à être misérable, tu vois.
Donc en fait, je pense qu'il faut que j'attende peut-être de me renforcer mon armure, et peut-être qu'en fait, à un moment, je me consacrais, je sais pas si c'est au féminisme ou à l'écologie, mais en fait, à un moment, il faut être assez honnête avec soi-même en se disant, je pense que j'apporte plus de valeur aujourd'hui en démocratisant des idées de causes écologiques ou féministes ou d'acceptation de soi, mais où je montre dans chacun de ces domaines que je ne suis pas parfaite, que j'ai des incohérences peut-être, et que j'essaie juste de montrer aux gens comment on peut faire mieux. Comment on fait pour concilier justement l'effet de porter haut ses valeurs, ses convictions, ses combats avec des partenariats qu'on peut faire aussi avec des marques? Comment tu travailles ces deux sujets? Ces deux sujets qui peuvent cohabiter parfois difficilement. En fait, c'est une question de chance aussi, parce que aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je travaille, donc je refuse 80 voire 90% des propositions qu'on me fait. Ah oui, c'est énorme. Ouais, franchement, je sais que après, c'est quoi tes critères? Déjà, la marque est éthique, donc socialement parlant, en termes d'écologie, enfin tu vois, Danone on a critiqué mais ils sont certifiés Bicorp, tu vois, donc enfin en fait je connais mes sujets à chaque fois que j'accepte une collab, et il faut que j'ai envie de la faire, en fait il faut que ça me parle, il faut que ça me botte, il faut que, en fait il y en a plein qui me bottent pas forcément, tu vois, moi le placement de produits c'est pas mon truc, par contre tu vois, là je vais en faire une la semaine prochaine c'est marrant, c'est la même mutuelle avec qui je travaille toujours, avec qui on a fait cette collecte de protection menstruelle. C'est une mutuelle géniale qui coûte que 20 € par mois, qui rembourse les protections hygiéniques, qui rembourse la contraception. Donc 2 sujets qui sont quand même jusqu'ici énormément... qui sont uniquement pris en charge par les femmes, tu vois. Donc en fait, à chaque fois que je me dis ça peut avoir un intérêt pour ma communauté, et moi ça me plaît, j'en parle, ou je fais des collaborations avec, voilà, j'aime bien le brand content, j'aime bien me dire que la BPI, on a fait des vidéos pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers, généralement il y a une dimension sociale, où il y a une dimension éthique, où il y a une dimension peut-être juste fun, mais en tout cas j'ai mon cahier des charges un peu de, tu vois, de ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, et en fonction de ça on accepte ou non la collaboration. Non mais c'est top d'avoir autant de choix, de pouvoir se permettre d'avoir 90% de no-go. C'est clair. Après, c'est vrai que tu es créatrice de contenu, tu as aussi ta marque, je ne sais quoi, ta marque de sous-vêtements, et qui... donc tu dépends quand même aujourd'hui essentiellement de tes revenus tirés de la création de contenu ou... Ouais. Donc je ne me paye pas sur je ne sais quoi. Parce que je réinvestis tout pour la team et pour les collections, parce que ça coûte très cher. Donc j'arrive à gagner ma vie avec la création de contenu. Non, c'est top, parce que parfois l'équation peut être un peu moins simple, c'est-à-dire avec peut-être un flux de propositions business moins volumineux, et aussi une nécessité à générer des revenus juste pour vivre, en fait, se loger, manger. Et donc on peut être amené à parfois renier un peu quelques-unes de ces valeurs, juste parce que faut quand même manger totalement. À la fin du mois. Toi, je pense que c'est un choix. Pas ce problème. Non, et puis c'est un choix personnel. Je ne juge personne. Je pense qu'en effet, il y en a qui doivent renier peut-être certaines convictions parce qu'elles souhaitent gagner leur vie. Mais je pense que moi, ce que j'aurais tendance à faire, si en fait je me rends compte que je commence à accepter des collaborations que j'ai pas envie de faire, c'est que tu vois, en fait, j'ai ce réflexe de me dire. Je peux faire plein de choses. Je peux faire du consulting, je peux donner des cours, et en fait, je préfère être aligné, faire autre chose. Voilà, quitte à ne pas gagner ma vie parce qu'en fait, c'est aussi un vrai sujet. C'est difficile parfois quand ta passion devient ton métier, d'entretenir la passion. C'est sûr. Et tu vois, moi, je me rends compte que ça me bottait plus la création de contenu quand j'étais étudiante, mine de rien, parce qu'en fait, c'était mon hobby. C'était le truc, je sortais des cours, j'avais qu'une hâte, c'était bosser sur ma vidéo, alors qu'en vrai, j'aime pas faire du montage, tu vois. Et je pense que c'est savoir aussi si vraiment, en fait, c'est notre passion et qu'en fait, on adore vivre de ça et on veut faire que ça, ou si, en fait, il y a d'autres choses qui nous intéressent, qu'on peut être rémunéré par d'autres moyens et que la création de contenu peut rester une activité qui peut nous générer potentiellement des revenus, mais pas forcément l'activité principale, quoi. Finalement, assez tôt, tu as pu générer des revenus suffisants pour subvenir à tes besoins, ou même dès ta sortie de Sciences Po. Ouais, même un peu avant, quoi. Donc, un luxe, un luxe qui ne t'est pas tombé du ciel, c'est quelque chose que tu as travaillé, que tu as construit, et donc tout le mérite te revient, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de te dire, tiens, je
je finis mes études et je suis complètement autonome financièrement. C'est vrai. C'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas me poser la question. Je pense que j'ai commencé à en vivre en master. Et donc, en fait, c'était certain pour moi qu'à la fin, j'allais me consacrer à ça, quoi. C'était un peu un non-sujet et ça te libère quand même d'un poids énorme, de dire t'as plus cette épée de Damoclès, il faut absolument que je trouve un job quel qu'il soit pour manger me loger. On s'en rend pas compte. Ça trouve quand même des perspectives qui sont très différentes. Et je pense que c'est tu vois, même si on a eu j'ai eu conscience, et j'aime bien me le rappeler aussi, que c'est une chance de pas avoir le stress de ce que tu vas manger à la fin du mois, tu vois. Et en fait, c'est une réalité aujourd'hui, ça l'est de plus en plus pour beaucoup d'étudiants. Et c'est pour ça que j'encourage aussi beaucoup les jeunes à créer des projets, parce qu'en fait, l'indépendance financière, c'est 90% de ton épanouissement, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est ce qui te permet après de vraiment de faire ce que t'aimes, quoi. Donc, je suis contente que la Creator Economy le permette aujourd'hui, quoi. Juste petite question, pas très glamour, pratico-pratique. T'as monté une structure, du coup, pour c'est quoi, c'est une société, J'ai une deux SAS, sociétés. okay. J'ai deux sociétés, alors attends, parce que je ne sais quoi, c'est une SASU, c'est sûr. Non, SAS tout court. Et MyBetterSelf, c'est une SASU. Okay. Donc, je suis associé unique, quoi. Actionnaire unique. Actionnaire unique, exactement, c'est ça. Donc, j'ai créé ça 2020, je crois. Janvier 2020, j'ai créé les deux structures. Ok. Et très bien. Ouais. Voilà, et puis MyBetterSelf, je suis solo, quoi. La petite virgule et puis MyBetterSelf, du coup, je ne sais quoi, on est deux. Enfin, moi, je suis pas salarié, donc en fait, il y a que Oriane qui est salariée de je ne sais quoi. Ouais. Et plusieurs associés. Et voilà, il y a, du coup, tu vois, si on veut rentrer dans les détails, j'ai pas d'associé dans aucune des deux boîtes. D'accord. Ouais, mais voilà, potentiellement, en fait, moi, je préfère commencer à travailler avec des gens. Et si ça se passe bien, tu t'associes. Mais j'ai tellement eu d'échos, d'associations catastrophiques, etc., que je trouve qu'il faut toujours être majoritaire de sa boîte, si en tout cas c'est un projet qu'on a lancé solo, parce que sinon, tu finis par t'en mordre les doigts. Même pour les reventes et tout, moi j'ai vraiment un peu frileuse de toutes ces histoires. Tout à l'heure, Louise, tu nous as dit que tu avais tendance à avoir un côté assez manichéen sur les choses, tout blanc ou tout noir, oui ou non, bien, pas bien. Je vais arrêter de lister des exemples, ça va devenir relou. Et que tu y travailles. Dans certains de tes contenus, de tes stories, on peut avoir l'impression que t'as un côté assez manichéen, on va dire, où t'es avec un avis assez tranché sur des sujets, avec assez peu de nuances. Ça, c'est quelque chose qui est voulu, ça fait partie de ta ligne éditoriale, où tu te dis, tiens, peut-être que dans mes contenus aussi, il faut que je mette un peu plus de nuances. Non. Pour le coup, c'est marrant, j'y pense par rapport à moi-même et pas forcément par rapport à mes contenus, parce que je trouve qu'il faut savoir dire les choses haut et fort. Et je pense que par nature, en effet, je suis quelqu'un d'assez tranché. Ça veut pas dire que je comprends pas les points de vue des autres, mais que je vais me battre pour mes convictions. Alors notamment quand la vie de l'autre est potentiellement néfaste, tu vois. Genre, je pense à la misogynie, quoi. Donc non, tu vois, c'est pareil. Franchement, moi, j'ai pas de ligne édito. Hein. Franchement, c'est pas réfléchi du tout. Je me dis pas, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Je me dis de quoi j'ai envie de parler, et puis j'en parle, quoi. Si à un moment j'ai envie d'épingler quelqu'un, j'épingle quelqu'un. Si à un moment j'ai envie de partager une réflexion, je la partage. Mais c'est vrai que t'as raison. Je suis pas. En fait, je trouve que partager son avis pour être dans la nuance. Bah, tu sais, en fait, je suis pas du tout genre dire une chose et son contraire, tu vois. Alors, non, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est de. Moi, je suis un mec, hein, tu vois, je me dis que je me reconnais pas, moi, forcément, dans les témoignages, dans les propos, dans les scènes que tu rapportes sur Instagram. Ah oui, carrément. Dont je ne. Attention, je sais que ça existe, mais moi, je me reconnais pas. Tu ne vis pas. Pas dans tous, et je suis OK aussi pour dire qu'on est dans une société patriarcale, évidemment, avec le poids de centaines d'années de société patriarcale qui a encore des conséquences aujourd'hui, qu'il faut changer les choses. Et donc, j'admets volontiers que par certains de mes comportements, de mes réflexes, je fais partie de ça. Mais il y a aussi pas mal de contenus sur MyBetterSelf dans lesquels je me retrouve pas forcément. Et parfois, je me dis,
Ouais, bon, elle généralise un peu, Louise, tu vois. Bah, c'est ce qu'on appelle le Not All Men. Ok. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Not All Men. Not All Men. Ouais, où en fait, parce qu'un homme ne va pas se sentir concerné par la situation décrite, il va partir du principe que c'est faux. Et, enfin, ou pas que c'est faux, mais qu'en tout cas, on a forcément voulu généraliser. Mais en fait, enfin, tu vois, en fait, souvent, si je fais une vidéo sur le harcèlement de rue que quasiment 100% des femmes ont subi, en fait, en effet, il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir un peu attaqués, mais inconsciemment parce qu'ils se disent... Parce qu'en fait, ils s'identifient à l'homme. Du coup, ils se disent, enfin, quand même... Mais en fait, moi, mon propos, c'est pas de dire c'est pas tout le monde. Mon propos, c'est de dire que ça existe. Et donc, en fait, je le dénonce. Et donc, si à chaque fois, il faut mettre des astérisques, je sais plus comment on dit, astérisques. Des astérisques. Okay. Voilà. Attention, bien évidemment, je ne vise pas tous les hommes, mais nanana. En fait, c'est vrai que moi, il y a... Je le dis parce qu'en fait, c'est vraiment un réflexe de beaucoup d'hommes de me dire justement ça. En fait, ça s'adresse pas à tout le monde. Bah, je sais. Donc, en fait, si jamais tu te sens pas concerné, bah, tu sais quoi, change de... Enfin, passe à autre chose. Moi, en tout cas, je le fais parce que je l'ai vécu et qu'en fait, je vais pas à chaque fois préciser que, attention, je sais que c'est pas tous les hommes et qu'il y a plein d'hommes qui sont bien intentionnés. Non, tu vois, c'est comme le racisme. En fait, ça existe. Donc, c'est pas parce que moi, femme blanche, je n'ai pas, ou en tout cas consciemment, de comportement raciste, qu'à chaque fois qu'un homme ou une femme noire va me dire qu'elle a été victime de racisme, je vais dire, quand même, tu généralises un peu, les blancs, on n'est pas tous comme ça. Bah non, on n'est pas tous comme ça, mais le fait est que l'oppression, elle existe surtout envers les noirs, quoi. Ouais, non, mais t'as raison, moi je suis complètement en phase avec ce que tu dis, mais tu as aussi parfois des approches féministes un peu plus extrémistes qui vraiment mettent tous les hommes dans le même panier, tu vois. Même, bah c'est marrant, vas-y, dis, parce qu'en fait, je pense qu'on est extrémiste dans l'œil de celui qui ne l'est pas. Enfin, non, mais juste en disant les hommes sont comme si et c'est tout, tu vois. Si on parle aux hommes comme on parle aux femmes, parce que en fait je pense à ce type de reel, tu vois, type de reel que je fais. Là je parle pas forcément de tes contenus, hein. Je parle d'autres contenus que je peux voir par d'autres comptes parfois féministes, tu vois. Ah, donc tu parles pas de mon contenu. Non, je parle pas de ton contenu. D'accord. Non, je dis juste que voilà, parfois on se sent aussi intégré dans des dénonciations qui assument le fait que oui, en fait, c'est tous les hommes. Il y a pas, ils sont tous comme ça. Arrêtez de. Bon, en fait, moi, ce qui me dérange quand on parle de féminisme, c'est qu'on finit toujours par parler de 1%. C'est que oui, ça existe, ce dont tu me décris. Mais comme ça existe. Les extrémistes, en fait, comme ça existe les masculinistes, comme ça existe les royalistes, comme ça existe... Et qu'en fait, féministe, à la base, c'est juste souhaiter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, en vrai, les comptes que tu décris, c'est franchement 1% des féministes en France, quoi. Et fine, elles ont le droit de penser que c'est tous les hommes, tu vois. Et pour les autres comptes majoritaires comme les miens, on va pas préciser à chaque fois... Encore une fois, pour pas blesser les hommes, attention, hein, je sais que certains sont bien intentionnés. C'est pas forcément pour ne pas les blesser, c'est aussi pour parfois reconnaître qu'il y a certains hommes qui sont super corrects. Mais franchement, on le reconnaît, mais si tu veux, c'est pas ça qui fait bouger les choses. Enfin, tu vois, je prends le parallèle avec le racisme parce qu'on s'en rend plus compte à quel point c'est absurde avec le racisme. C'est vrai, t'as raison. Quand quelqu'un va, tu vois, ta démonstration est pas mal. Bah ouais, mais quelqu'un va dénoncer je sais pas, si une personne noire est victime de discrimination à l'embauche et qu'on dénonce ce fait, on va pas aller dire non, mais faut pas exagérer quand même, ça n'arrive quand même pas tout le temps, ou c'est pas tous les blancs qui font ça. Bah, oui, mais en fait, on le sait, mais en fait, il faut le dénoncer pour faire bouger les choses, tu vois. Non, mais ça, en fait, apporter, je trouve parfois, pas dans tous les contenus, sinon c'est lourdingue, mais un peu nuance, ou même parfois tu pourrais peut-être aussi créer des contenus qui sont vraiment à destination plutôt des hommes, tu vois. Alors, je sais pas, il y a peut-être un truc à trouver. Non, parce que tu vois, j'en parle dans mon livre. Non, mais en fait, j'en parle dans mon livre. Non, ce livre ne parlera pas du sexisme que peuvent vivre les hommes, parce qu'en fait... Non, pas dans ce sens-là. Non, mais... Ouais. Enfin, alors je finis, tu vas me dire si je suis à côté de la plaque, mais tu vois, par exemple, je pourrais faire, si on parlait aux hommes comme on parle aux femmes. Mais en fait, je suis une femme, et donc en fait, je dénonce la réalité que je vis, et libre à tous les hommes qui sont victimes de différentes injonctions de créer des contenus où ils vivent leur réalité. Je parlais pas forcément du sexisme dont peuvent être victimes les hommes. Non, après moi c'est ma façon de voir les choses. Je me dis que parfois apporter de la nuance, ça permet d'embarquer encore plus de monde dans un combat et dans une cause. Voilà. Parce que du coup tu intègres tout le monde et ça concerne tous les gens qui sont d'accord avec ça et sans qu'ils se sentent stigmatisés. Ouais,
Et encore une fois, je vais pas faire mon moi, ça va. Non, mais franchement, je pense que là aussi, c'est une question de personnalité. Tu vois, t'as des gens très bons pour être dans la nuance. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt affirmée. Et c'est pour ça qu'on aime My Better Self aussi. J'espère. Est-ce que tu as des... Attends, alors, t'es sur tous les réseaux, tu as des nouveaux formats sur YouTube, tu as sorti ton bouquin, tu as ta marque. C'est quoi le next step? Tu as des choses en tête, forcément? Bah, faire un break. Donc, tu vois... cet été cet été. Et je le dis parce que c'était un peu le cas au début de l'année, mais tu vois, je pense que personne ne pense à mal quand on dit ça, tu vois, quels sont tes prochains projets, etc. Mais en fait, il faut savoir se dire aussi, en fait, il n'y a pas de prochain projet. Et en fait, c'est pas grave. Et ça montre que tu as quand même vachement évolué depuis tes études. Ouais, c'est vrai. Après, bon, il y a encore beaucoup de théories. Il y a moins de pratique, d'où le break. Mais non, en fait, voilà, je peux te dire, hein, j'ai beaucoup aimé écrire, donc j'espère pouvoir le refaire. On va bien développer Girls in Biz, dont on n'a pas parlé, mais qui est un campus pour aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie. Et tu vois, au début, on s'adressait plutôt aux entrepreneurs. En fait, on se rend compte qu'il y a un grand besoin pour... toutes les femmes, on va dire entre 20 et 28, qui sont soit jeunes diplômées, soit jeunes actives, et qui ont envie de s'affirmer, qui ont peut-être envie d'avoir des clés comme la négo dont on parlait en tout début du podcast, vaincre le syndrome de l'imposteur, connaître peut-être des outils ou des pratiques qui permettent d'être à la fois mieux dans sa peau, plus performé, etc. Donc avant, c'était juste des événements chaque mois à Paris. On a lancé une formule digitale en mars où on peut accéder à tous les replays. Et en septembre, on va vraiment développer l'offre pour s'adresser à cette cible et pour organiser à la fois... on fait une offre mensuelle où tu peux assister à une masterclass, à des lives, où tu as un Slack pour aussi rencontrer des femmes, échanger. Donc ça, c'est un projet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Je mettrai pareil le lien en descriptif. Voilà, et puis non, moi vraiment, faire le point justement et voir là où j'ai envie de mettre mon énergie à la rentrée. Parce que t'es vraiment qu'au début de l'aventure au final, t'as 24 ans. J'espère, ouais. Tout l'avenir devant toi. J'espère, et justement, en effet, plus voir à long terme peut-être. Je réfléchis pas trop, tu vois. Jusqu'à présent, je réfléchissais plus le mois prochain. De toute façon, tu sais, t'avais tes études, donc en fait, t'étais un peu encore dans la sécurité, tu te projettes pas. Et c'est vrai que cette année, ça a été plus genre, en fait, là, c'est ma vie, c'est ma nouvelle vie. Et donc, prendre du recul pour savoir à quoi tu veux consacrer les prochaines années. Ok, très cool. Merci beaucoup, Louise. En tout cas, on va suivre tes next steps de très près. Merci Christopher, c'est très gentil. Merci pour l'invitation. Merci pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer. Encore une fois, je sais que tu as un agenda très très chargé avec toutes tes occupations. On a bien compris aussi pourquoi avec ce podcast. Et voilà, à bientôt. À bientôt, merci Salut. beaucoup.